Ouh, c'est pas chaud ce matin. Je ne sais pas chez vous, mais ici à Boucherville, c'est -22. Je regarde sur Météo Média, Saint-Hyacinthe, -26 par chez vous. Ça a l'air être l'Estrie, là, c'est plus froid au Québec, -31. Et puis, je vois que dans la région de Québec, un petit peu plus chaud avec un -21. Fait que bonjour, je vous souhaite la bienvenue aux conférences du bulletin, édition 2022. Ce matin, on va discuter du marché des grains. À quoi doit-on s'attendre cette année? Doit-on s'attendre encore à des prix records comme on a eu l'année dernière? Sera-t-il payant de semer du maïs ce printemps, considérant l'augmentation des engrais, du prix des engrais? L'Amérique du Sud subit présentement une période de sécheresse. Quel sera l'impact de cette sécheresse sur le cours du marché des grains dans les mois à venir? Bien, c'est à ces questions qu'on va tenter de répondre ce matin et bien plus. Et bien plus. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Yvon Thérien, rédacteur et éditeur pour le Bulletin des agriculteurs et votre animateur ce matin. Donc, au programme, une conférence de Jean-Philippe Boucher qui va être suivie par une période de questions. Ça fait qu'avant de débuter, je vais juste vous expliquer un peu la plateforme qu'on utilise ce matin, qui est la plateforme Zoom. Puis dans le fond, il y a un endroit qui est important que vous devrez vous familiariser avec. C'est en bas de votre écran la section Chat. Donc, ça, c'est l'endroit que vous utilisez pour communiquer avec nous s'il y a un problème. C'est la section que vous utilisez pour exprimer des opinions, des commentaires au fur et à mesure que la conférence se déroule. Mais c'est surtout l'endroit que vous utilisez pour poser vos questions. Donc, la conférence qu'on vous allez écouter ce matin, elle a été préenregistrée. Mais M. Boucher il est avec nous. Il va nous joindre à la fin de l'enregistrement pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure que la conférence se déroule, de façon à ce que M. Boucher ait la chance de les voir, puis peut-être de commencer à préparer ses réponses. OK, fait que ça, c'est au niveau de la plateforme. Maintenant, vous êtes 356 personnes qui se sont enregistrées aux conférences. Là, je vois qu'on est au-dessus de 200 branchés, et là, le chiffre monte encore. Et ben, c'est bon, ça, là, je me sens moins tout seul derrière mon écran d'ordinateur. C'est que bienvenue tout le monde. Et avant de démarrer le programme, on va faire un petit sondage qui va apparaître à votre écran. Et à votre avis, est-ce que la hausse des prix des engrais va encourager une baisse des ensemencements du maïs aux États-Unis, oui ou non? Donc, je vous demandais de répondre au sondage. Puis pendant que vous faites ça, moi, je vais en profiter pour prendre quelques secondes pour remercier nos commanditaires. Nos commanditaires qui sont Bayer, Pioneer, Syngenta et Orsch. Donc, on leur remercie pour leur support pour cet événement. D'ailleurs, c'est grâce à leur appui qu'on a été en mesure de vous offrir nos conférences gratuitement aujourd'hui. Donc, je regarde le résultat des sondages. Je vois que c'est quand même assez partagé, mais on peut dire qu'il y a une majorité, là, 56% là, qui disent que non, que ça n'aura pas d'impact sur les ensemencements de maïs aux États-Unis. Fait qu'on garde ça en tête, puis on va en discuter avec Jean-Philippe après la conférence. OK. Fait que je débute en présentant notre conférencier ce matin. Donc, c'est Jean-Philippe Boucher. Il a étudié en agronomie à l'Université McGill et possède une maîtrise en administration des affaires à l'Université Laval. Sa grande passion pour le marché boursier, l'économie et le domaine de la commercialisation des grains
l'a amené à devenir un consultant auprès des producteurs et des entreprises agricoles. Moi, c'est en 2008 que j'ai rencontré Jean-Philippe Boucher pour la première fois. C'était lors d'une assemblée de l'Ordre des agronomes du Québec au marché Jean Talon à Montréal. Et le hasard a voulu qu'à la table où ce que je me suis assis, ben Jean-Philippe était là. Puis je ne le connaissais pas, je me présente, il se présente. Il me parle qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le marché des grains. Puis là, moi, j'ai dit, ben, hey, parfait. Moi, justement, je me cherche quelqu'un pour écrire dans les pages du bulletin pour une chronique sur le marché des grains. Fait que parle, jase avec Jean-Philippe. Et finalement, ben, ça t'intéresserait-tu de collaborer avec le bulletin des agriculteurs? Fait que Jean-Philippe me dit oui, ils vont. Fait que depuis ce temps-là, ben, vous retrouvez chaque mois Jean-Philippe Boucher dans les pages du bulletin des agriculteurs ainsi que sur notre site web. Donc, ça a été une belle rencontre, une rencontre fructueuse. Donc, maintenant que vous connaissez bien notre conférencier, comme je vous disais, la conférence est préenregistrée, elle dure 54 minutes et après la conférence, Jean-Philippe va se joindre à nous pour répondre à vos questions. Donc, là-dessus, on démarre l'enregistrement de la conférence. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci au Bulletin des agriculteurs de m'avoir invité aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'être parmi vous pour parler des marchés des grains, ce qui est une passion pour moi, vous le savez bien. Évidemment, on a eu une année 2021 qui a été riche en émotions. Les prix ont quand même varié beaucoup, ont été super intéressants pour les producteurs au Québec. Et je crois que 2022 va être riche en émotions tout autant, avec des prix qui risquent d'être fort intéressants aussi. Il reste à voir maintenant si nous allons avoir des prix records ou non. Avant d'aller dans le vif du sujet, cependant, je vais vous amener une dimension qui est importante. C'est quelque chose qui m'est apparu là, au fil des derniers mois là, à observer les marchés. Et cet élément-là, c'est la spéculation. Ce que vous avez comme en tête juste ici, c'est l'entête d'un des journaux financiers les plus respectés aux États-Unis, au Canada, le Barron. Barron, dans le fond, est une référence pour de nombreux financiers. Et vous voyez, ça, c'était la front page qu'il y avait en janvier, en fait. Vous voyez bien, là, si vous regardez en haut à droite. Donc, vous pouvez lire le boom des commodités. Et ça inclut évidemment les commodités agricoles. Vous le voyez très bien, il y a un bœuf, il y a un maïs, il y a un porc. Donc, essentiellement, ce marché, ce journal financier-là, ce qu'il est en train d'annoncer, c'est qu'il y a un boom dans les commodités. Et ça entraîne quoi? Comme je l'ai dit tantôt, au cours des derniers mois, j'ai observé qu'il y avait beaucoup plus de spéculation dans les marchés qu'à la normale, dans les marchés agricoles. Et là, vous voyez, là, on est en front page au mois de janvier. Ce que ça veut dire ça veut dire que on va avoir beaucoup plus de spéculateurs qu'à la normale. On va avoir beaucoup plus de fluctuations qu'à la normale. Et malheureusement, les spéculateurs, là, en toute franchise, je pense pas que c'est le genre de gens, là, pas mal certain que si on va rencontrer des spéculateurs et qu'on leur demande c'est quoi du soya, ils savent à peu près pas c'est quoi. Fait que c'est ça le gros problème qu'on a, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de spéculateurs qui connaissent beaucoup moins le marché des commodités, qui vont investir dedans et qui vont être beaucoup plus nerveux. Attendez-vous finalement à avoir beaucoup plus de nervosité, de fluctuation dans les marchés. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, petit retour très bref sur 2021. On va se le dire, on a eu chaud. Donc, vous voyez ici, en fait, puis vous l'avez sûrement vu passer dans les nouvelles, c'est sorti un petit peu partout, là. Première chose, on a, semble-t-il, eu les températures les plus chaudes sur la Terre en 142 ans, 1,4 degrés Celsius de plus. Et vous le savez, là, toutes les régions, là, il y a eu des sécheresses, entre autres au Canada, les températures ont été très chaudes. Donc, le Canada, les États-Unis, le nord du Midwest américain, et même le Québec, vous le voyez ici, là, ça a été plus chaud qu'à la normale. Mais il y a aussi eu en Europe, et ça a eu en passant une incidence pour un des marchés qui nous intéresse, Europe, là, Russie, là, je suis en train de le pointer. Donc, ça a eu une incidence aussi sur un des marchés qui nous intéresse, le blé, dont je vais parler un peu plus loin. Donc, une année qui a été très, très, très chaude, sécheresse dans le nord du Midwest américain qui nous a tenus en haleine tout au long de la dernière saison. Et au Canada, vous le savez, on a eu des conditions très, très, très chaudes dans les prairies canadiennes. On a eu des conditions très chaudes, par contre, aussi au Québec. On a fini la saison avec quand même des conditions très sèches dans bien des cas. Mais au final, faut se le dire, et c'est quand même quelque chose qui, moi, m'a surpris un peu, et pourtant, on devrait commencer à s'habituer parce que je pense que c'est une observation que plusieurs ont. Des conditions sèches, sans que ça tombe dans l'extrême,
semble affecter un peu moins les cultures. Enfin, c'est ce que démontre un peu les résultats qu'on a. Donc, si on regarde rapidement qu'est-ce qu'on a, premièrement, aux États-Unis, c'est pas compliqué, on a eu un rendement record dans le maïs, puis on a eu un deuxième sommet, pas un record, mais pas loin du record qu'on avait eu en 2016. Donc, à partir de là, on peut dire qu'il y a eu des problèmes météo, que ça a été chaud, que ça a été sec, exemple dans le nord du Midwest, mais au final, on a eu des excellents rendements aux États-Unis. Maintenant, qu'en est-il aussi au Québec? Ben, au Québec puis au Canada, ben, en fait, Québec-Ontario, c'est les principaux producteurs de maïs et de soya. Ben, vous le voyez bien, dans le cas de l'Ontario, ça a été un record dans le cas du maïs et un record dans le cas du soya aussi. Au Québec, on a eu une fin de saison un petit peu plus difficile. Avec la tournée des grandes cultures, on a fait le tour des champs, on l'a bien vu. Mais finalement, on a eu un rendement qui était pas si pire par rapport à ce qu'on craignait, mais c'est pas un rendement si exceptionnel que ça. Puis dans le soya, ben, on a eu un moins bon rendement. Mais au net, on va le voir un peu plus loin, ça nous donne quand même des bonnes récoltes encore une fois. Le vrai gros problème, c'est évidemment ce qui s'est passé dans les prairies canadiennes, si on en parle rapidement. Ben, vous le voyez ici, dans les prairies canadiennes, canola, blé, ça a été une catastrophe. J'ai pas mis l'avoine, mais on va en parler un petit peu dans quelques instants, là. Mais vous voyez là, une grosse baisse des rendements au Canada dans le blé et dans le canola à cause de la sécheresse. Et évidemment, ça a une incidence dans les marchés. Et finalement, ben, si on regarde en termes de volume produit, ben, vous le voyez, aux États-Unis, on a eu les chiffres la semaine dernière, les derniers chiffres officiels. Ben, dans le cas du maïs, on parle pas nécessairement d'une récolte record, mais pas très loin, vraiment pas très loin. Il y a un bond quand même considérable par rapport à l'an dernier. Et du côté du soya, ben, c'est une récolte record. OK? Donc, le mot d'ordre, rapidement, là, déjà, on voit un portrait se dessiner. C'est vraiment pas du côté de la production qu'on a eu des problèmes dans la dernière année. Si on regarde ensuite là, Québec puis Ontario, qui sont encore une fois les principaux producteurs de maïs et de soya au Canada, ben, vous voyez ici, en fait, récolte record dans le cas du maïs, donc c'est surtout l'Ontario. Nous, on a eu une récolte de 3,4 millions de tonnes, eux, c'est un record de 9,5 millions de tonnes. Et sinon, ben, dans le soya, ça a été vraiment pas si pire que ça non plus. On a eu un deuxième sommet à 5,2 millions de tonnes versus le record de 5,4 millions de tonnes. Donc, quand même, des très, très bonnes récoltes aussi au Québec et en Ontario au cours de la dernière année. Par contre, évidemment, ben, du côté des céréales, vous avez vu les rendements qu'on a vus dans les prairies canadiennes. Dans le fond, on voit qu'on a eu une baisse très importante de la production de céréales au Canada. En fait, on a eu la plus faible production de céréales depuis 2002. Donc, évidemment, ben, c'est directement lié à la sécheresse. Ceci dit, là, et c'est important parce que j'ai donné une entrevue un peu plus tôt au cours de l'été à Radio-Canada, je ne mentionnerai pas les détails, mais j'avais bien expliqué à la personne qui était là que, entre autres, le Canada, bien qu'on ait un impact, c'est sûr, sur le marché du blé, par exemple, on n'a pas un si grand impact que ça. Donc, voyez-vous, juste ici, on est le 9e producteur, donc on produit 3% de la production mondiale. Donc, oui, ça a une incidence qu'on ait une mauvaise récolte, ça préoccupe un peu plus. D'autant plus qu'on produit beaucoup de blé panifiable, mais c'est pas si dramatique que ça à l'échelle mondiale. À l'échelle canadienne, c'est d'autres choses. Puis, on est le 6e plus important exportateur. On représente 8,5% des exportations totales de blé. Donc, encore une fois, on a tendance souvent au Canada à dire « Ah, on est les gros producteurs de blé, on est les meilleurs, etc. » C'est vrai qu'on est les meilleurs. On est reconnu pour la qualité de notre blé qu'on produit. Et c'est ça l'attrait qu'a le Canada sur l'échiquier mondial, pardon. Sauf que concrètement, est-ce qu'on a une si grosse incidence que ça sur le prix mondial du blé? La réponse, c'est non. Donc, il faut quand même faire attention un peu à cet aspect-là. Par contre, et j'ai eu plusieurs téléphones dans les derniers mois par rapport à ça, l'avoine, c'est une autre game. L'avoine, vous voyez, on est le 3e plus important producteur d'avoine dans le monde et le premier exportateur d'avoine dans le monde. Donc là, on a eu une très mauvaise récolte dans les prairies canadiennes. Et ceux qui transigent de l'avoine, vous le savez, le prix est très, très, très intéressant présentement parce que c'est pas compliqué. En Amérique du Nord, il n'y en a pas d'avoine. Les États-Unis produisent pas beaucoup d'avoine. Nous, on en produit beaucoup. Vous voyez qu'on est le premier exportateur. C'est qui achète notre avoine en premier? Ce sont les États-Unis. Donc, la dynamique de l'avoine est très, très, très intéressante en ce moment. Du côté de l'orge aussi, on produit quand même des quantités intéressantes, mais c'est pas comparable, encore une fois, à l'avoine. Donc, le gros élément que je veux que vous reteniez ici, c'est que c'est vraiment l'avoine qui est le marché intéressant, considérant la sécheresse qu'on a eue. Les autres marchés, blé, orge, on a beaucoup moins d'impact sur les marchés mondiaux. OK?
Et finalement, aux États-Unis, pour en parler rapidement, la récolte, par contre, de blé a été mauvaise. Ça a aidé un peu plus. Voyez-vous, les États-Unis sont quand même un plus gros joueur que le Canada sur le marché d'exportation, entre autres. Et donc, eux, vous voyez, la récolte a été très, très, très mauvaise, la plus faible depuis 2002, comme au Canada. Donc là, si on combine Canada, États-Unis, avec des récoltes qui ont été décevantes en Europe et en Russie, là, on comprend un peu plus ce qui se passe présentement dans le marché du blé, dont je vais parler un petit peu plus loin. Donc ça, c'est pour la situation du côté de la production qu'on a eu dans la dernière année. À partir de là, on sait qu'on a eu quand même des bonnes récoltes. On sait que les prix sont encore élevés. Fait qu'est-ce que ça nous prend pour que les prix grimpent davantage? 3 choses essentiellement. 1, une plus forte demande. 2, une saison difficile en Amérique du Sud. Puis 3, des ensemencements et une saison US qui pourrait préoccuper ou en tout cas qui pourrait avoir des problèmes éventuellement. Puis ça pourrait aider les prix à grimper davantage. Donc, si on regarde chacun de ces éléments-là étape par étape, du côté de la demande, ça a été bien, mais c'est pas exceptionnel. Ça, c'est important parce que en ce moment, les marchés focus beaucoup sur la demande est forte, la demande est forte. Mais quand on regarde correctement les chiffres, quand on approfondit les chiffres un peu, on se rend compte que oui, il y a des éléments là-dedans qui sont bons. Il y en a quelques-uns qui font comme, ouais, c'est bon, là, mais c'est pas rien d'exceptionnel. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Rapidement, la première chose qu'on regarde, qui est facile à regarder, ce sont les exportations américaines. C'est un peu un proxy pour suivre qu'est-ce qui se passe du côté de la demande, en quelque sorte. Donc, on voit ici, dans le fond, le graphique que j'utilise souvent, vous voyez, dans le fond, c'est le pourcentage de ventes qu'on a par rapport à la projection du USDA. Évidemment, quand plus notre pourcentage est élevé, plus ça va bien et plus ce pourcentage-là est faible, moins ça va bien. Donc, vous voyez la ligne en orange, ça se trouve être cette année. En gris, c'est l'an dernier. Puis ça, c'est la moyenne de 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement, en septembre, on avait une Christie d'avance par rapport à la normale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de pré-ventes. C'est-à-dire que l'été dernier, avant même que le grain soit récolté, le grain de maïs aux États-Unis, il y avait des pays qui avaient acheté du maïs américain à l'avance, beaucoup plus qu'à la normale. Et ce que je veux porter à votre attention, c'est que depuis ces pré-ventes-là, voyez-vous, la ligne n'a pas progressé davantage. Donc, autrement dit, on a eu des pré-ventes, puis depuis ce temps-là, les ventes, ils sont corrects, là, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas plus d'achats, finalement, de maïs américain sur les marchés mondiaux. Donc, oui, les paramètres sont positifs, c'est-à-dire qu'on a des bonnes ventes à l'exportation, mais est-ce qu'on peut dire que ça va beaucoup mieux que prévu? La réponse, c'est non. Donc, à partir de là, ça, c'est des éléments à garder en tête. Un autre élément, là, j'ai pas de graphique là-dessus, mais je veux que vous reteniez, le prix du maïs en Chine en ce moment, il est encore élevé, sauf que il est sur une pente tranquillement descendante. C'est-à-dire qu'il s'effrite tranquillement pas vite, depuis à peu près un an et demi. Donc, on avait atteint un pic à l'automne dernier, pas cet automne-ci, mais l'autre d'avant. Et là, depuis ce temps-là, on fait juste baisser tranquillement pas vite. Donc, autrement dit, il n'y a pas une fermeté plus grande nécessairement des besoins chinois si on se fait à ce prix-là. Après ça, vous voyez les projections du USDA le reconnaissent en quelque sorte, c'est-à-dire que l'an dernier, on a eu des très fortes exportations américaines de maïs, beaucoup plus fortes qu'on le pensait, vous voyez le bon ici. Mais pour cette année, ce qui sont les projections qu'on a depuis le mois de mai dernier, on voit qu'on s'attendait déjà à des exportations un peu moins fortes que l'an dernier. Mais pire que ça, voyez-vous ce que je viens de vous expliquer un peu il y a quelques instants, le USDA l'a reconnu dans son dernier rapport de janvier qui a été présenté la semaine dernière. Les ventes à l'exportation de maïs américain, à l'heure actuelle, sont pas si vigoureuses que ça, de sorte qu'ils ont réduit sa projection pour cette année. Donc, il faut quand même faire attention. Du côté des exportations de maïs, c'est pas si vigoureux que ça. Du côté du soya, vous le voyez, c'est pas un gros char non plus, comme on dit. Toujours le même principe du graphique. L'an dernier, c'était quelque chose, la ligne que vous avez en gris ici. Donc, l'an dernier, là, vraiment, les Chinois se sont mis à acheter du soya. On le savait, on s'y attendait à cause des accords commerciaux, puis etc. Mais ça a été vraiment le cas. Mais là, regardez, cette année, on voit assez bien que c'est conforme à ce qu'on observe depuis 5 ans comme pente à l'exportation. Donc, c'est correct, ça s'est amélioré un peu, mais c'est rien d'extraordinaire pour faire grimper les prix. Puis, du côté des projections du USDA pour cette année, un peu comme dans le maïs, vous voyez, on a eu un boom l'an dernier, mais là, on s'attend quand même à avoir un recul cette année. Puis là, on est sur le neutre dans les projections pratiquement. Donc, ils n'ont pas réduit davantage leur projections, ils n'ont pas augmenté. Ils prévoient un recul simplement. Mais est-ce que ça nous permet de dire, OK, le prix du soya devrait monter plus? La réponse est non pour l'instant, dans la mesure où c'est pas plus vigoureux qu'on le pensait. OK?
Fait que c'est sûr, puis là, je vais en parler dans quelques instants, là, il y a des problèmes quand même considérables du côté de l'Amérique du Sud. Fait que ça peut être un game changer à surveiller dans les prochains mois. Donc, quelque chose d'intéressant. Mais ça reste à se confirmer. Puis la question que je vous pose, j'ai une diapositive un petit peu plus loin pour ça, c'est est-ce que vraiment la Chine est plus gourmande de soya? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser parce qu'on se mentira pas. Le gros acheteur mondial, le gros consommateur mondial de soya, c'est la Chine. Fait que ce qu'on voudrait, c'est que la Chine se mette à acheter encore davantage de soya. Mais est-ce que c'est le cas? Pas si certain que ça. Donc, on va regarder ça d'ailleurs un petit peu plus loin. Ce que je veux porter à votre attention aussi, et puis ça, c'est important dans vos réflexions, beaucoup de producteurs se disent, OK, on a eu quand même l'an dernier quelque chose d'exceptionnel dans les prix, puis écoute, ça a monté en fou, puis là, ben, les analystes, tout le monde s'est trompé, etc. Faut se remettre en contexte. L'an dernier, une des grosses choses qu'on n'avait pas vu venir, honnêtement, puis je pense pas que, en tout cas, à ma connaissance, dans tout ce que j'ai lu, j'ai aucun analyste qui m'avait dit, c'est ça qui va arriver. La Chine s'est mise à acheter des quantités phénoménales de maïs et de blé. Vous le voyez ici. Ça, c'est ce qui était produit, pas l'automne dernier, l'autre automne d'avant, quand les prix se sont mis à monter en fou. C'est exactement ça qui a fait que le prix s'est emballé. C'est qu'on n'avait pas vu venir du tout la Chine avec des gros achats de maïs et de blé comme ça. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit pour cette année? Est-ce qu'on prévoit plus de demandes chinoises, plus d'importations chinoises? Ben, vous le voyez bien sur le graphique, la réponse est non. C'est-à-dire que on a encore une très belle demande chinoise, beaucoup mieux que dans les dernières années, mais on s'en va pas dans une direction où il y en a pour l'instant davantage, ce qui pourrait nous amener à avoir des prix plus élevés éventuellement. Puis vous voyez du côté du soya, c'est un peu la même chose. On a eu la fameuse guerre commerciale, donc la Chine évidemment s'est renfrognée, a importé beaucoup moins de soya américain. Mais là, vous voyez là, pour les 3 dernières années, la Chine importe pas nécessairement beaucoup plus de soya. On tourne toujours autour de 100 millions de tonnes depuis 3 ans. Donc, est-ce que ça peut amener notre prix à grimper davantage? La réponse, encore une fois, c'est non. On fait plus du surplace. Maintenant, si on regarde du côté américain, dans le cas du maïs, la demande, qui est toujours un élément important à surveiller, évidemment. Qu'est-ce qui se passe du côté de la demande de maïs américain? Tantôt, on avait parlé des exportations américaines qui étaient correctes, mais sans plus. Maintenant, du côté de la demande de maïs aux États-Unis en dehors des exportations, qu'est-ce qu'on a? Ben, on voit que du côté de l'autre usage, premièrement, qui est la barre en haut, ça reste assez stable, mais c'est quand même une belle demande. C'est juste que ça n'a pas augmenté tant que ça de plus. Si on regarde du côté de la consommation animale, on prévoit un peu plus de consommation animale que l'an dernier, mais par contre, pas autant qu'il y a 3 ans. Le vrai élément qui est quand même très positif dans le marché du blé et dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle, c'est l'éthanol, et avec raison. C'est-à-dire que du côté de l'éthanol, on prévoit une augmentation quand même importante de la demande du côté de l'éthanol aux États-Unis, la demande de maïs, évidemment. Donc ça, c'est un des éléments qui est positif. D'ailleurs, dans le dernier rapport du USDA, ce dernier a réaugmenté sa prévision de demande de maïs pour l'éthanol cette année. Donc ça, c'est un des éléments positifs dans le maïs. Donc, sur le graphique que vous avez ici, vous voyez la production d'éthanol aux États-Unis là, depuis septembre dernier. Donc, les barres en orange, c'est à chaque semaine qu'est-ce qu'on a comme production estimée d'éthanol. Or, on voit qu'en septembre, c'était correct sans plus, mais à partir du mois d'octobre, là, ça s'est mis à augmenter quand même passablement la production par rapport à la moyenne des 5 dernières années, par rapport à l'an dernier. Donc, très belle production d'éthanol, plus de demandes de maïs. Puis la raison n'est pas très compliquée, honnêtement. Premièrement, si vous avez lu les nouvelles au cours de l'automne, il y a eu des crises énergétiques en Chine, en Europe. Donc, il y avait des manques à gagner importants d'énergie fossile, en quelque sorte, on va le dire. Ça aurait pu être de l'énergie électrique, remarquez bien, mais beaucoup de ces pays-là travaillent encore avec l'énergie fossile. Donc, crise énergétique, prix du pétrole qui a monté en flèche, vous le savez très bien. Donc, à partir de là, bien, évidemment, la demande pour l'éthanol a augmenté, la production s'est mise à augmenter. Puis il y a toute la notion aussi de reprise économique avec la COVID. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on a une économie qui est en pleine relance, là, on peut discuter, est-ce qu'on est vraiment en relance, pas en relance, est-ce que ça va mieux, pas mieux. Mais le point est quand même qu'on a une économie qui est plus vigoureuse qu'il y a 1 an, quand on était en pleine crise de COVID. Donc, à partir de là, reprise économique, reprise de demande de pétrole, crise énergétique, plus des éléments qui ont fait que le marché de l'éthanol a été beaucoup plus intéressant qu'on le pensait.
D'ailleurs, un autre graphique qui est intéressant à regarder par rapport à ça, ça se trouve être les marges de profit que faisaient les usines d'éthanol aux États-Unis. Là, dans ce cas-ci, c'est en Iowa. Donc, voyez-vous, on avait eu un pic là, 2013-2014. Et là, c'est arrivé très rapidement. Vous le voyez juste ici au cours de la fin 2021. On a eu une forte hausse des marges de profit, en quelque sorte, des fabricants d'éthanol. Donc, tu sais, quand on fait de l'argent, ben, si on fait de l'argent, on va en produire plus, c'est certain. Puis tant et aussi longtemps que la production, on l'augmente, on fait du profit, puis la demande est là, ben, on va faire plus de profit, puis on continue. Là où je porterai votre attention, par contre, sur ce graphique-là, c'est que vous voyez, les marges ont quand même baissé passablement là, depuis, je dirais, à peu près novembre-décembre. Ça s'est remis à baisser quand même assez rapidement. Donc là, c'est moins vrai que ce l'était à l'automne. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à surveiller du coin de l'œil, c'est-à-dire que je vous parle depuis tantôt que la demande est bonne pour l'éthanol, ça va bien du côté de l'éthanol, mais là, on a peut-être quelques petits signaux que ça pourrait peut-être changer dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que les marges restent encore bonnes, elles sont beaucoup moins intéressantes qu'elles l'étaient il y a pas si longtemps que ça. Juste pour remettre aussi en perspective par rapport à l'histoire de l'éthanol, du pétrole, etc., ben, quand on suit le marché du pétrole, puis ça a un lien aussi en passant avec le dollar canadien, je ne parle pas beaucoup dans ma présentation du dollar canadien, mais vous le savez comme moi, le dollar canadien est fortement corrélé avec le prix du pétrole. Donc, si on a le prix du pétrole qui augmente beaucoup, généralement, le dollar canadien devient plus vigoureux. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici, cette diapositive-là. Mais juste pour vous remettre en contexte, on a eu des premiers cas de COVID, le prix du pétrole a baissé, on est même tombé négatif par des distorsions de marché. Puis, depuis ce temps-là, on était en reprise. Vous voyez jusqu'ici, bon, le vaccin est apparu, l'économie semblait vouloir reprendre. Par la suite, ben, on a éventuellement eu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, ben, vous l'avez vu partout, puis on l'a vécu très bien. Omicron qui est apparu, le prix du pétrole a baissé. D'ailleurs, ça, c'est un élément important qui est quand même une préoccupation qu'on pourrait avoir pour la prochaine année, c'est que on croit, puis on espère que finalement, cette maudite maladie-là va finir par disparaître. Par contre, ben, on l'a vu, on a eu le variant Delta, on a eu le variant Omicron, puis peut-être qu'on pourrait avoir, puis ça, on peut pas le prévoir, on va appeler ça un Black Swan, on peut pas le prévoir. Dans la prochaine année, il pourrait avoir un variant qui est beaucoup plus contagieux, mais aussi beaucoup plus agressif. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Par contre, ça semble pas dans cette direction-là. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça pourrait affecter éventuellement la demande d'éthanol, ça pourrait ébranler aussi les marchés des grains de nouveau. Ceci dit, à l'heure actuelle, on va rester optimiste. Fait que, si vous avez lu dans les nouvelles, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, il y a un premier médicament qui est sorti, le Paxlovid, qui aurait une efficacité de 80% si on l'utilise dans les 5 premiers jours où on a les symptômes. Donc, considérant qu'on a maintenant un médicament, considérant qu'on a les vaccins, le taux de vaccination augmente, moi, j'ai bon espoir qu'à partir de 2022, la maladie se résorbe, soit beaucoup plus sous contrôle et que là, vraiment, la reprise économique soit beaucoup plus vigoureuse. Puis, en passant, juste pour vous mentionner, le Paxlovid est fait par la même compagnie que Pfizer. Alors, vous savez, c'est qu'est-ce que produit, le produit vedette de Pfizer qu'on connaît très bien. Ça se trouve à être le Viagra. Donc, on peut croire qu'effectivement, avec le Paxlovid, on va réussir à vraiment faire relever l'économie. Donc, pour faire un petit clin d'œil à Pfizer et leur fameux médicament Paxlovid qu'on va voir s'il fonctionne bien. À partir de là, donc, du côté du maïs, on sait que la demande du côté de l'éthanol, ça va bien, il faut juste être méfiant un petit peu. Du côté de la trituration de fèves soya, l'an dernier, on avait eu quand même des inventaires très serrés aux États-Unis. Donc, ça a eu un impact sur le volume de trituration semé à chaque mois. C'est la ligne en bleu que vous avez juste ici. À partir de là, on voit qu'on était sous les niveaux des dernières années. Cet automne, ça s'est replacé de façon quand même intéressante. Okay? Sur 2 mois, on voit qu'on a eu une bonne reprise de la trituration de fèves. Il y a une certaine logique. À partir du moment que le soya est rentré, de la nouvelle récolte, il y avait beaucoup plus de soya disponible. Ils se sont mis à retriturer beaucoup plus de soya. Donc, ça, c'est un des éléments quand même positifs pour le soya. Par contre, est-ce qu'on triture beaucoup plus qu'à la normale? La réponse, c'est non. On triture, vous le voyez, par rapport à la ligne grise, on triture à un niveau comparable à l'an dernier, donc quand même correct. Un des éléments qui est positif pour le moment du côté de la trituration de la fève de soya, ce sont les marges. Un peu comme dans l'éthanol, ils font du profit. Les fabricants de tourteaux, donc ceux qui triturent le soya, ont quand même des très bonnes marges aussi. Donc ça, c'est un des éléments positifs. Mais concrètement, on ne voit pas encore nécessairement
beaucoup plus de trituration de demande de ce côté-là pour la fève soya. C'est bien, mais on voudrait plus. Finalement, du côté du blé, je vais en parler un petit peu aussi. Je vous rappelle que le marché du blé, c'est un marché qui est beaucoup plus mondial. Hein? Le comportement des prix en général va être déterminé par, c'est ça, ce qui se passe sur les marchés mondiaux. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Première chose que je veux porter à votre attention, les inventaires de blé chez les principaux pays exportateurs. Donc, ce sont qui ces pays exportateurs-là? Vous les connaissez. Il y a l'Australie, il y a le Canada, il y a l'Europe, il y a la Russie, il y a l'Ukraine, puis les États-Unis. Ce sont les 6 plus importants exportateurs de blé dans le monde. Donc, à partir de là, comme on l'a mentionné tantôt, on sait très bien pour le Canada, on n'a pas eu de bonne récolte, mais en Europe, ça a été une récolte mieux que l'an dernier, mais pas une si bonne récolte que ça. En Russie, un peu la même chose. Puis aux États-Unis, ça n'a pas été une si bonne récolte que ça non plus. Donc, ces principaux pays exportateurs-là ont exporté plus dans la dernière année et ont produit moins. Donc, vous voyez, en fait, leur niveau d'inventaire baisse quand même passablement. En fait, ce sont les plus faibles des 10 dernières années. C'est un peu ça qui explique que, à l'heure actuelle, dans le marché du blé, là, on a une correction. Les prix ont quand même baissé il n'y a pas longtemps, là. Mais les marchés restent quand même très dynamiques dans le blé parce que les inventaires chez ces pays-là sont plus serrés. Et pourquoi ils sont plus serrés? Je l'ai mentionné, plus d'exportation, moins de production. Mais un autre élément, c'est que depuis la COVID, on dirait qu'il y a eu ce que j'appelle aujourd'hui le phénomène poche de farine. Là, on va à l'épicerie, puis là, ben, on a peur qu'il en manque parce que tout le monde dit qu'il va en manquer. Fait qu'au lieu d'acheter une poche, on en achète deux. Les principaux pays importateurs de blé dans le monde, l'Égypte, entre autres, qui est le premier importateur, vous avez la Chine, l'Indonésie, la Turquie, tous ces pays-là qui importent normalement, naturellement, beaucoup de blé, ont comme eu peur et se sont mis à acheter plus de blé pendant la COVID. Donc, vous voyez le bon qu'il y a juste ici. Et depuis ce temps-là, continuent à importer davantage pour se faire des réserves. OK? Donc, ça accentue évidemment la pression sur les inventaires des principaux pays exportateurs. Et ultimement, ben, vous voyez, les inventaires à l'heure actuelle chez ces pays importateurs-là restent quand même très, très, très élevés et sont quand même un peu à la baisse. Donc, on a une dynamique finalement dans le marché du blé qui est très, très, très intéressante parce que les inventaires baissent, on veut se faire des réserves et le dernier élément, la demande mondiale pour le blé reste quand même très soutenue. OK? Vous le voyez bien ici, en fait, on a eu un bond avec la COVID. Là, on a quand même grimpé d'à peu près 34 millions de tonnes d'un coup, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et là, vous voyez, on prévoit encore une demande quand même très intéressante, là, pas loin de 10 millions de tonnes de plus cette année. Et ça reste assez constant dans les projections actuelles. Donc, autrement dit, une très bonne demande, des inventaires serrés aux États-Unis. Les importateurs, eux, ils en veulent plus, ils veulent se faire des réserves. Donc, on a une dynamique très intéressante à l'heure actuelle dans le marché du blé, à mon avis. Sinon, qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de l'Amérique du Sud? Parce que là, on a regardé du côté de la demande, qu'est-ce qui se passait. Là, on voit quelques éléments. C'est rien d'extraordinaire, c'est ça que je veux quand même que vous reteniez. Par contre, il y a quand même l'éthanol qui va bien. Mais ça nous en parlerait peut-être un petit peu plus. Un des éléments qui peut être un peu plus intéressant si on veut faire grimper les prix, ça va être l'Amérique du Sud. Donc, qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud? Ça, c'est le dossier chaud de l'heure parce que c'est présentement que ça se produit. Donc, ce qui se passe présentement, c'est qu'on a eu très peu de précipitations dans le sud du Brésil et on a eu très peu de précipitations dans les 30 derniers jours en Argentine, les principales régions de production. Jusqu'à tout dernièrement, là, je dirais jusqu'au tout début du temps des fêtes, on savait que les conditions étaient secs, mais il y avait toujours des précipitations régulières qui arrivaient, qui faisaient qu'on était correct. Mais là, ça s'est empiré. Il n'y a pas eu de précipitations à partir de, je vous dirais, la 3e de décembre jusqu'à peu près cette semaine, la fin de la semaine dernière. Donc, ça a été très sec. Donc, il n'y a encore pas si longtemps que ça, on projetait des récoltes records pour le Brésil, donc 144 millions de tonnes, 118 millions de tonnes, puis record pour l'Argentine, 54,5 millions de tonnes. Mais dans le dernier rapport du USDA, avec la sécheresse qu'on a eu depuis, ben là, les projections ont quand même passablement changé. Vous le voyez, c'est ce qui a été indiqué la semaine dernière par le USDA. On a eu une révision à la baisse de la projection de moins 5 à 139 millions de tonnes pour le soya. Moins 3 pour le maïs, moins 3 pour le soya, moins 0,5 pour le maïs. Bref, on a eu quand même des bonnes révisions à la baisse des projections de récolte sud-américaines qui sont en cours. OK? Donc, ça, évidemment, c'est ce qui alimente toute la dynamique de spéculation en ce moment.
Je vous invite quand même à prendre un pas de recul parce que c'est toujours très dangereux, les marchés de météo. On spécule, OK, ça va être l'enfer, ils vont tout perdre, etc. Tu sais, vous savez c'est quoi. Mais quand on prend un peu de recul, dans le cas du maïs, je suis pas si préoccupé que ça. Je m'explique. Le graphique que vous avez ici, en fait, c'est la combinaison de la production du Brésil et de l'Argentine depuis 2003-2004. On voit une belle progression de cette production-là. Et on voit qu'on prévoyait jusqu'à tout dernièrement une hausse à un niveau record de 172,5 millions de tonnes. Donc ça, c'est les projections du mois de mai dernier pour cette récolte-ci. Et là, on voit la révision à la baisse qui a été opérée par le USDA. C'est pas si gros que ça dans la dernière semaine. Donc, oui, c'est possible que ça baisse davantage, je dis pas le contraire. Tout ce que je dis, c'est pour l'instant, on n'est pas parti pour dire que ça va être une si mauvaise récolte que ça. Et mieux que ça, là, voyez-vous, on est à 169. On a encore beaucoup de chemin à faire pour dire que vraiment, par rapport aux dernières années, on a une très mauvaise récolte. À l'heure actuelle, finalement, on prévoit toujours une récolte record quand même pas pire pour le Brésil et l'Argentine dans le maïs. Dans le soya, c'est un peu différent. Puis ça, il faut en prendre compte, puis il faut le reconnaître. Les sécheresses ont eu quand même un impact assez important, notamment du côté du Brésil. Donc, vous voyez, là, on prévoyait une hausse Argentine-Brésil combinée à 193,5 millions de tonnes de production. Là, on a quand même eu un bon recul et c'est surtout à cause du Brésil. Donc, on part de 193 à 185 millions de tonnes. L'an dernier, là, je fais des chiffons, évidemment, on était à 184 millions de tonnes. Donc, on prévoit encore un record, mais c'est un record très serré. Puis, si la situation continue de s'aggraver, ben, ça pourrait être un peu plus un problème. Donc, à partir de là, présentement, c'est vraiment là-dessus que les marchés spéculent. Là, à l'heure actuelle, les dernières projections météo qu'on a pour le Brésil amènent un autre élément qui est intéressant là, pour les marchés. Première chose, ben, vous voyez les projections d'ici la fin janvier, on prévoit des très bonnes précipitations. Dans le sud du Brésil puis en Argentine, c'est pratiquement une bonne nouvelle parce que là, on avait des sécheresses. Fait que ça va donner un coup de pouce. Mais là où les marchés commencent à spéculer un peu plus depuis quelques jours, c'est quoi? C'est que les précipitations sont tellement importantes dans le nord que là, ça commence à ralentir considérablement la récolte qui est commencée là-bas. Je pense que la semaine dernière, on était à 1,8 % de la récolte de soya au Brésil de compléter. Donc là, ces précipitations-là vont ralentir la récolte, mais on commence à s'inquiéter, comme à chaque année, que ces précipitations-là puissent affecter la récolte, affecter la qualité du soya récolté. Encore hier, je disais des commentaires de certains analystes qui disaient « Calmez-vous, nom de Dieu ». Oui, il y a des bonnes précipitations, mais ça serait quand même étonnant qu'on n'ait pas une excellente récolte quand même dans ces régions-là. Mais les marchés en ce moment sont très spéculatifs et pensent que ça pourrait être beaucoup plus problématique. Puis vous voyez les prévisions pour février à avril, parce qu'il va y avoir encore des régions en production, parlent aussi de conditions secs. Au final, j'y reviens encore, mais ce sont beaucoup les spéculateurs qui comprennent pas nécessairement trop ce qui se passe. Tout ce qu'ils comprennent, c'est qu'il y a des problèmes. Ils ont le goût d'acheter du soya, ils ont le goût d'acheter du maïs, ils ont le goût de faire de l'argent. Le magazine Barron a dit que c'était le temps d'investir, fait qu'ils en achètent, et ça fait que les prix bougent rapidement et sont parfois même très irrationnels aussi. Okay? Dernier élément qui pourrait faire bouger quand même pas mal les prix, la saison 2022. Première chose, on va en parler, là. Il y a le fameux prix des engrais. Puis évidemment, c'est quelque chose qui vous touche directement, c'est quelque chose qui préoccupe. Je parle avec beaucoup de producteurs là, qui préoccupent beaucoup, puis on comprend pourquoi. Là, on parle de 2 fois, 3 fois le prix qu'on avait. Ce que vous avez comme graphique quand même permet de revoir un peu en perspective les choses. Je suis sûr que vous avez vu ce graphique-là ailleurs aussi. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Ça se trouve être l'indice du prix des engrais dans le monde, donc ça permet d'avoir une certaine idée de ce qui se passe. Voyez-vous, ça, c'est la hausse qu'on a eue dans les derniers mois, donc c'est effectivement une hausse très, très, très importante. Et tout le monde se dit, ça y est, ça rebaissera jamais, ça va toujours rester comme ça. Pour cette année, j'ai des doutes. Pour les prochaines années, on verra. Ce qu'on peut voir historiquement, c'est que on avait eu un phénomène comparable en 2008 puis que ça avait baissé dans les mois suivants. Donc, on va espérer que ça soit le cas, mais est-ce que ça va être le cas d'ici la saison des ensemencements? J'en doute. Ceci dit, pourquoi moi je m'intéresse à ce graphique-là, c'est qu'évidemment, tout le débat, c'est de savoir avec cette hausse des prix des engrais-là, est-ce que vraiment on va avoir une baisse substantielle des ensemencements de maïs ou non? Vous voyez quand on a eu cette forte hausse-là des prix des engrais, entre autres en 2007-2008, vous voyez, il y a eu une baisse des ensemencements américains de 8%. Ceci dit, faites bien attention, on avait eu une forte hausse de pratiquement 20% des ensemencements américains de maïs cette année-là. Donc, est-ce qu'on va avoir une baisse de 8%? J'en doute. Ce qu'on devrait plus voir va être peut-être une baisse autour de entre -2 à -4
OK? Donc, les projections actuelles du USDA qu'on a sous la main nous disent qu'on devrait avoir une baisse de 2 des ensemencements dans le maïs et c'est le soya et le blé qui vont prendre la balle au bon. Moi, je vous invite quand même à faire attention par rapport à ces estimations-là. Je me questionne encore beaucoup à savoir s'il va y avoir une baisse si importante que ça des ensemencements américains, en maïs entre autres. Pourquoi? Quelques éléments. Premièrement, puis on va le voir en fin de présentation, les prix des grains sont quand même encore très, très, très bons. Il y a encore moyen de faire de l'argent avec du maïs présentement, même avec la hausse des prix des engrais. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le fun, tu sais, c'est comme si finalement on aurait fait beaucoup de profit et on n'en fera pas tant que ça. Mais c'est encore possible qu'on fasse de l'argent avec le maïs. Fait que ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi qu'il faut faire attention, c'est que les projections que vous avez du USDA vous donnent, dans le fond, OK, ben, on pense qu'ils vont baisser de 2 les superficies en maïs. Parce que normalement, à chaque année, là, on sème, là, je fais un chiffre au hasard, 300 millions d'arbres. Mais il n'y a rien qui dit qu'avec la hausse, entre autres, des prix des grains, il n'y aura pas une tarte plus grosse. Donc, on peut dire, au lieu d'avoir 300 millions d'arbres, on pourrait en avoir 310, 320 millions d'arbres qui vont être semés dans l'ensemble aux États-Unis. Donc, peut-être qu'au final, on va avoir quand même, toute proportion gardée, moins de maïs de semer aux États-Unis, mais ça pourrait quand même être plus de maïs en superficie de semer. Fait que je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, mais bref, ça, c'est une des possibilités aussi. Fait qu'il faut faire attention parce que les prix des grains sont bons. Puis, il y a le fameux ratio soya-maïs qui, en ce moment, joue quand même encore un peu en faveur du maïs. Là, vous voyez, ça se trouve être la carte de l'indice de sécheresse aux États-Unis, la condition des sols, la sécheresse. Donc, vous voyez toute la zone de blé surtout de blé d'hiver, là, qu'on a juste ici. Regardez par rapport à l'an dernier. Et faites attention, là, dans le fond, mon cercle, il se trouve être ici. Donc, l'an dernier, on avait plusieurs des régions qui produisaient du blé d'hiver qui étaient dans des conditions quand même passablement correctes. Là, cette année, pratiquement toutes les régions de blé d'hiver doivent composer avec différents degrés de sécheresse. Fait que l'impact de ce phénomène-là météo va être surtout sur le blé d'hiver, à mon avis, si les projections sont bonnes. Puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on prévoit pour la prochaine saison? C'est une petite animation que j'ai montée très rapidement, mais je vous porterai votre attention sur tout ce qu'il y a dans le cercle rouge, qui se trouve être la région du blé d'hiver, justement. Donc, vous voyez en ce moment les conditions de sécheresse qui est en brun, là, les conditions, les précipitations sous les normales. Donc, on prévoit tout au long de la saison, dans cette zone-là, jusqu'à la fin de l'été, des conditions relativement, en fait, des précipitations sous les normales considérablement. Donc, ça va être, d'après moi, la zone haute à surveiller, évidemment. Toutes les autres régions, si vous avez bien vu dans l'animation, on a des précipitations dans à au-dessus des normales. Sinon, au niveau des températures, pour la prochaine saison, c'est un peu la même chose. Vous regarderez le cercle rouge. En passant, le cercle bleu, ça se trouve être le Québec. On peut quand même voir un peu. Donc, on voit qu'on ne s'attend pas à des problèmes météo majeurs, à part pour les plaines américaines. Donc, juste dans le cercle ici, vous voyez, ça reste très, très, très chaud. En plus, ça va être très sec, peu de précipitations. Donc, ça risque de faire bouger les marchés si, évidemment, ces prévisions-là se confirment. Donc, maintenant, pour conclure l'ensemble de ces informations-là qu'on a regardées ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les prix dans tout ça? Premièrement, à l'heure actuelle, avec les informations qu'on a, le nombre de jours de réserve, donc je vous rappelle, on prend dans le fond ce qu'on prévoit comme demande, ce qu'on a comme inventaire, et on fait notre ratio, ça nous dit combien de jours on peut subvenir aux besoins des consommateurs si on ne produit pas davantage. Donc, plus le nombre de jours est faible, plus on est serré, plus le nombre de jours est élevé, plus on est confortable. Donc, le graphique ici, ça se trouve, juste ici, ça se trouve être le nombre de jours élevé, faible, et ça, c'est le niveau de prix. Et ça, c'est connu dans les marchés, il y a quand même une certaine relation, évidemment. Plus le nombre de jours est faible, plus les prix sont élevés. C'est ce que vous avez ici et vice-versa. Donc, on se situe où en ce moment? À l'heure actuelle, on se situe juste ici à la croisée des chemins, OK? Donc, essentiellement, on n'est vraiment pas si serré que ça, mais on n'est pas, ouais, c'est ça. Par rapport au niveau très serré qu'on a connu par le passé, on n'est pas si serré que ça, mais par rapport au niveau très confortable qu'on a déjà connu, on n'est quand même pas si confortable que ça. Donc, on est vraiment entre les deux eaux. Par contre, on est un peu élevé. Puis ça, le gap entre les deux, c'est quoi? C'est de la spéculation. Donc, à partir de là, les paramètres qu'on a sous la main présentement, c'est quoi? Un, on en a parlé, la demande pour l'éthanol est bonne. Ça continue à quand même bien aller pour l'instant. Deux, la saison est difficile en Amérique du Sud, donc ça aide à supporter les prix. On est quand même préoccupé par ce qu'il va y avoir comme récolte de maïs. Vous vous rappelez, je vous ai montré, on a quand même une grosse récolte qui s'en vient. Ça serait étonnant qu'on ait même pas une récolte record là-bas. Mais reste que pour l'instant, il y a une préoccupation dans le marché. La question, c'est,
est-ce qu'il va y avoir des baisses d'ensemencement? Mais comme c'est parti là, on devrait quand même avoir un recul selon les informations qu'on a. Là où je suis pas sûr, c'est combien ce recul-là va être important. Par contre, dans les éléments que je trouve ambigus encore, les exportations américaines, c'est bien, là, mais c'est pas si exceptionnel que ça. L'autre danger, c'est que si finalement la récolte sud-américaine n'est pas si pire que ça, ben on a quand même un risque de compétition sur les marchés internationaux. Je vous rappelle que le Brésil est devenu un gros exportateur de maïs dans le monde. Donc, si finalement la récolte n'est pas si pire que ça, ben, les exportations américaines ne lèveront pas plus, donc on n'aura pas plus de demandes de ce côté-là. L'autre question que je vous pose, encore une fois, vous l'avez vu dans les graphiques un peu plus tôt, est-ce que la Chine a vraiment faim, plus faim? L'an dernier, il y avait vraiment faim. Mais cette année, ils ont encore faim, mais ils ont moins faim. Fait qu'en bout de ligne, est-ce que ça, vraiment, ça pourrait nous faire grimper plus les prix? Je pense pas. Prévision long terme, puis là, vous le savez comme moi, vous êtes producteur, la météo, c'est très dur à prévoir, mais si on suit aux prévisions long terme qu'on a sous la main présentement, oui, il y a les plaines américaines, mais ça, c'est pour le blé d'hiver. Mais si on parle du Midwest américain en tant que tel, les prévisions météo sont quand même très, très favorables. Puis je vous rappelle, l'an dernier, il n'était pas si favorable que ça. On a eu des conditions chaudes, etc. Et finalement, ils ont quand même eu un rendement record. Donc, si les conditions sont favorables, ça se peut que ça vire sur un 10 cents tantôt à partir de juillet. À partir de là, le comportement des prix qu'on a, là, c'est un graphique depuis 2005 à la Bourse de Chicago. Vous voyez qu'on avait, depuis à peu près 2014, là, une tendance neutre. Là, on a eu le rebond qu'on a connu depuis 2 ans. Ça s'est calmé depuis les sommets qu'on a connus plus tôt en 2021. Là, on voit qu'on a un certain regain. Je vous rappelle que ce regain-là, surtout la demande du côté de l'éthanol et les préoccupations météo en Amérique du Sud. À partir de là, la fourchette de projection qu'on peut avoir, s'il n'y a pas d'imprévu majeur, par exemple une sécheresse dans le Midwest américain, etc., la fourchette de prix qu'on peut avoir, c'est 5,50 à 7 dollars dans l'optimiste. Dans le plus pessimiste, je serais très surpris qu'on ait là 3,75 à 4,75, ce qui nous fait, si on a une base à zéro, pour ceux qui sont plus familiers avec les marchés, donc si on a une base à zéro, 1,80 $, ça nous fait un prix qui va tourner autour de 2,71 à 3,45, puis 184 dans le pire des cas à 234. On s'entend, ce dernier scénario-là arrivera pas. Puis pour une raison très simple, c'est qu'on a aussi la base en tant que telle qui bouge au Québec. Donc, les acheteurs ne payent pas nécessairement le prix à Chicago. Ils vont ajuster le prix de Chicago en fonction de leurs besoins à eux. C'est ça la base, dans le fond. Donc, vous voyez le comportement de la base au Québec. Vous voyez, ça, c'est important. La moyenne 5 ans en noir, en gris l'an dernier et cette année en orange. Donc, en gris, on voit que l'an dernier, on avait une récolte qui n'était pas super. La Chine demandait beaucoup de maïs aussi. Fait qu'on avait une base qui était très, très, très forte. Tout le monde courait après le maïs au Québec, finalement. Là, cette année, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la base est correcte, mais sans plus. C'est-à-dire que là, on a dégonflé, la récolte est arrivée de toutes ces préoccupations-là. Donc là, on a une base qui est beaucoup plus conforme à ce qu'on observe normalement dans une année normale au Québec. Donc, si on considère le comportement de cette base-là, ben, la fourchette de prix qu'on pourrait avoir ultimement, ça va être beaucoup plus autour de 307 à 369 $ canadiens la tonne. Là, faites bien attention parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire « Ah, ben, d'abord, moi, je ne vendrai pas avant qu'on atteigne 369. » Il a dit qu'on irait à 369. Je ne dis pas qu'on va aller à 369. Je dis dans un maximum de cas, selon des paramètres plus théoriques, ben, on atteindrait 369. Mais on va plutôt se situer de façon sécuritaire entre les deux, finalement. Donc, vous voyez un peu la braquette qu'on a, si vous voulez l'avoir en visuel. Donc, on pourrait aller jusqu'à 369, mais pour l'instant, avec les paramètres qu'on a, pour répondre à une des questions qui était le titre de la conférence, non, on n'est pas parti pour atteindre des niveaux de nouveaux prix records, à moins qu'il y ait des imprévus météo majeurs entre autres. Dans le soya, rapidement, ben, même principe, jour de réserve, on est quand même, moi, je pense, un peu trop élevé. Vous le voyez, on est juste ici par rapport à ce qu'on a observé dans les dernières années. À mon avis, à moi, le prix est quand même, il y a beaucoup de spéculation dans le niveau de prix actuel du soya. Il devrait être beaucoup plus bas que ça, davantage autour de 11 $ si on suit à ce graphique-là. Les paramètres qu'on a dans les mains présentement, bon recul des prévisions de récolte sud-américaine, on l'a vu, là, c'est quand même à la baisse. La saison est encore préoccupante en Amérique du Sud, donc on est inquiet, fait que ça devrait tenir les prix aussi. Possibilité de meilleures exportations US. Les projections sont quand même considérablement à la baisse pour les récoltes sud-américaines. Donc, considérant ça, on pourrait avoir dans les prochains mois des meilleures ventes à l'exportation de soya américain. Ça devrait aider. Par contre, à l'heure actuelle, je vous rappelle que les exportations américaines de soya sont rien d'être exceptionnelles, sont correctes, sans plus. La trituration aux États-Unis a repris, ça c'est positif, mais elle est à un niveau
comparable à ce qu'on a observé l'an dernier, donc rien d'exceptionnel non plus. La hausse des ensemencements US, évidemment, là, on parle d'avoir possiblement moins de maïs de semis aux États-Unis. Très possible qu'il y ait plus de soya de produits aux États-Unis, donc ça, c'est pas positif. La demande chinoise, vous l'avez vu avec les importations dans ma présentation, la demande chinoise ne lève pas plus nécessairement non plus, fait que ça, c'est pas positif. Puis les prévisions long terme pour la météo, un peu comme dans le maïs, sont quand même favorables pour l'instant. À partir de là, si on regarde le comportement du prix, un peu comme dans le maïs, on était sur une tendance neutre. Depuis plusieurs années, on a eu notre rebond depuis un an et demi. On a atteint des nouveaux sommets et là, on a baissé beaucoup. Et là, en ce moment, on est à la hausse. Pourquoi? À cause des préoccupations météo sud-américaines. La braquette de projection qu'on peut avoir avec les paramètres qu'on a sous la main présentement, c'est 13,50 à 15 $. Dans le pessimiste, 10,50 à 12 $, ce qui nous fait une fourchette de prix avec une base à zéro de 620 à 689, 436 à 551 dans le pire des cas. Très, très, très étonnant si on s'en va là pour l'instant dans mes lectures à moi. À partir de là, le comportement de la base, lui, par contre, je trouve qu'il est très intéressant au Québec présentement. Elle est plus vigoureuse qu'à la normale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le marché local. Il y a des achats qui sont prêts à payer un peu plus cher, même si le marché à Chicago est quand même élevé. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. À partir de là, la projection de prix qu'on peut avoir pour les prochaines semaines, les prochains mois, va de 4,88 à 6,80. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, là, Jean-Philippe, c'est parce que ton 4,80, il est bas pas mal par rapport à ce qu'on a comme prix présentement. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai quand même une lecture pour l'instant. J'ai pas de paramètres tant que ça qui sont positifs, à moins que ça continue à se détériorer davantage en Amérique du Sud. Fait qu'on peut pas exclure le fait qu'éventuellement, il y a une pression baissière plus importante sur les prix. Mais je serais très surpris qu'on descende à 4,88 d'ici la prochaine récolte. Mais éventuellement, ça pourrait arriver plus tard à l'automne prochain, peut-être même en début d'hiver prochain, si tout va bien. Donc, c'est un paramètre à considérer. Mais en ce moment, là, je vous dirais, on va plus jouer autour de 5,50 à 6,80. Finalement, pour terminer le blé, donc le blé, on voit le nombre de jours de réserve. Là, actuellement, on est juste ici. Donc, vous voyez, là, dans le monde, là, aux États-Unis, on est quand même relativement serré par rapport à ce qu'on a déjà vu par le passé. Puis, si ça continue à être pire, on pourrait se ramasser beaucoup plus élevé encore. Donc, si vous lisez bien, effectivement, mes commentaires, je pense quand même que le marché du blé, pour l'instant, des paramètres pourraient être intéressants pour les prochains mois. Un, la demande est bonne mondialement. Deux, les inventaires des principaux exportateurs sont bas. Trois, les conditions sèches dans les plaines américaines, on l'a vu, c'est déjà très sec présentement, mais là, ça s'annonce pas pour s'améliorer dans les prochains mois. Donc, mauvaise récolte de blé d'hiver. Je vous rappelle que c'est une forte proportion de la production américaine de blé qui est du blé d'hiver. Donc, évidemment, si ça vire tout croche, ça pourrait faire grimper davantage les prix. Prévision météo long terme préoccupante pour les plaines américaines. Il y a toute la question de l'inflation alimentaire aussi qui touche directement le marché du blé. J'en ai pas parlé beaucoup, mais je pense que ça a un effet aussi intéressant. Par contre, les exportations américaines sont très, très, très mauvaises présentement. Mais encore là, est-ce que c'est si négatif que ça? Ils en ont pratiquement pas eu de blé cette année. Fait qu'il faut pas s'étonner que leurs exportations soient mauvaises. Par contre, on parle d'hausse d'ensemencement autant du côté du blé d'hiver que du blé de printemps cette année. Fait que ça pourrait être un peu négatif. Mais on n'a pas beaucoup de facteurs négatifs dans le marché du blé. Globalement, si on regarde ce qui se passe à Chicago rapidement, vous voyez, on avait une tendance neutre un petit peu plus large que dans le maïs et le soya. Là, vous voyez clairement, on a une tendance à la hausse présentement qui est très claire, contrairement au maïs et au soya dans le blé. À partir de là, la fourchette de prix, là, je vais rapidement 3,67 à 4,36 qu'on a, blé fourragé en passant. Pire scénario 2,75. Si on regarde puis on tient compte des bases à l'heure actuelle, les bases sont quand même très, très riches. C'est sûr, on a une mauvaise récolte, entre autres, dans les prairies canadiennes. Fait qu'à partir de là, les acheteurs locaux n'ont pas le choix d'être un peu plus agressifs pour assurer leur approvisionnement. À partir de là, ça nous donne une fourchette de prix finale si on considère ces bases locales-là de 2,91 à 4,36. Encore une fois, c'est du blé fourragé, faites bien attention. OK? Donc, pour conclusion, vendre ou attendre. Premièrement, retenez que les prix restent dans l'ensemble avec l'équilibre, mais sont historiquement élevés. Autrement dit, on a quand même des prix qui sont élevés, mais considérant le contexte qu'on a, on peut quand même défendre leur niveau actuel, bien qu'il y ait de la spéculation à l'intérieur. Ma lecture, et c'est mon opinion à moi, je pense que le maïs est correct dans son prix actuel, a légèrement surévalué. Je pense qu'on focus un peu trop sur la forte demande d'éthanol, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments spéculatifs qui jouent en sa faveur, on va dire comme ça. Le soya, lui, est clairement surévalué. Là, ce qui reste à voir, c'est ce qui va se passer avec l'Amérique du Sud. On est en plein dedans présentement. Puis le blé, à mon avis, c'est même sous-évalué. Vous l'avez vu dans mes commentaires.
Je vous rappelle un élément important, par contre. On a eu des grosses productions l'an dernier. Là, on a l'histoire de l'Amérique du Sud, c'est un peu moins ça présentement, mais la fonction des prix élevés, c'est de stimuler la production. Or, le fait est que clairement, on est dans cette direction-là. On essaie de stimuler la production. L'élément inconnu, c'est toujours la météo. Mais de ce côté-là, ça va bien. Par contre, du côté de la demande, je trouve ça intéressant. La demande est correcte, mais sans plus. Mais comme je vous dis, les prix sont élevés et elle n'a pas reculé tant que ça, la demande. Donc, il y a quand même une dimension positive à cet élément-là. Mais les éléments vraiment positifs, du côté de l'offre, mauvaise récolte et prochaine saison aux États-Unis qui risquent de laisser les marchés nerveux. Petit rappel, puis je pense que c'est un peu la thématique de mes présentations aujourd'hui. Gardez quand même en tête aussi que c'est très, très, très spéculatif ce qu'on vit présentement dans les marchés. Il y a beaucoup de spéculateurs finalement. Juste pour vous indiquer, ce graphique-là vous dit ce que les acheteurs détiennent dans le marché du maïs. On voit que par rapport même à 2012, on a été plus élevé, donc puis on se maintient très élevé. Donc, il y a beaucoup de spéculateurs qui achètent du maïs présentement. Le problème que j'ai avec ça, c'est toujours la même chose. Pas mal certain que la plupart de ces spéculateurs-là qui sont assis dans des bureaux ont probablement jamais vu du maïs. Puis quand ils en voient, c'est parce qu'ils vont à une épluchette de blé d'Inde. Fait que ils comprennent pas nécessairement les fondamentaux sous-jacents. Fait que ça va faire des fluctuations importantes, comme je l'ai dit souvent. Donc, faire attention. Mais sincèrement, pour que les prix grimpent à des nouveaux prix records, ça nous prend un autre choc, d'après moi, météo. Là, on en a peut-être un, donc qui sait en Amérique du Sud, mais le vrai choc, c'est si ça vire mal aux États-Unis. Ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé, je vous rappelle, en 2012. En 2012, retour en arrière très rapide. 2010, on avait eu quand même une forte hausse parce que la saison avait été difficile. L'année d'après, ça s'était replacé un peu, mais on avait des niveaux serrés, un peu comme cette année finalement. Problème météo, sécheresse historique, ça rebondit encore. Donc, ça, c'est possible, mais c'est pas un phénomène qui arrive si souvent que ça. Donc, gardez en tête que pour l'instant, on n'a pas ces paramètres-là. On spécule beaucoup, mais c'est ça que ça prend si on va avoir des hauts prix records cette année. Dernier point, puis piste de réflexion. Je sais que beaucoup de producteurs, on vend à l'avance. Puis, tu sais, là, à un moment donné, tu dis, ben voyons, Christy, puis même, on vend en spot, puis on dit, ben il ne montera pas plus, puis il finit par monter plus. Moi, la meilleure recommandation que je peux faire à tout le monde, c'est changez pas trop vos stratégies de commercialisation en vous disant, ben là, ça n'a pas marché l'an dernier, puis les prix vont continuer à monter, fait que je vais faire différent cette année. Je pense que c'est l'erreur à faire. La clé d'une stratégie, oui, on peut ajuster nos stratégies, ça c'est correct, mais il faut pas trop les changer parce que sinon, vous n'avez pas de stratégie. Et ultimement, c'est en ayant des stratégies régulières que, au final, on fait vraiment des bons coups, à mon avis, à moi. Et en terminant, ben, ça peut vous aider un peu dans vos réflexions aussi. Mon portefeuille à moi, à l'heure actuelle, je suis 50 à 70% vendu maïs et soya pour la récolte 2021. Puis pour la prochaine récolte, je suis aussi assez avancé dans ma commercialisation, 15 à 60% de vendu pour 2022. Et dernier point, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai eu une très belle discussion avec M. Hébert du groupe ProConseil qui me présentait ses analyses de sensibilité. Je vous invite à avoir cette réflexion-là, surtout avec la hausse des prix des engrais. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne-tu plus, on enseigne-tu moins, etc. Est-ce que vraiment je vais m'en sortir? L'étude de sensibilité tient compte de certains paramètres. Évidemment, c'est pas propre à chaque ferme. Chaque ferme est différente. Faut bien faire attention. Mais voyez-vous, la fourchette de prix ici, on vous vendait de 2,75 à 325 avec les projections actuelles. Ben, à partir de là, vous voyez que à rendement de, par exemple, 10 tonnes à l'hectare, c'est à 325 que vous commencerez à faire plus d'argent. OK? Autour de 300, vous n'êtes pas loin d'en faire, par contre. Donc, ça peut vous aider un petit peu dans vos réflexions. Puis, si vous avez des très bons rendements, ben là, à partir de là, ça va être plus intéressant. Le soya, évidemment, il y a moins d'engrais. Fait que selon ces projections-là, vous faites déjà quand même passablement d'argent. Par exemple, en ce moment, dans le soya, on joue autour depuis plusieurs semaines, 580 à 600 $ la tonne. C'est des très, très, très beaux prix pour vous garantir déjà des profits intéressants pour l'an prochain. Donc, en conclusion, c'est un peu ma réflexion 2021-2022, je vous le dirais comme ça. Posez-vous la question quand vous regardez les marchés, puis je sais que vous venez, puis vous écoutez ma présentation, vous dites, bon, ben, qu'est-ce qu'il va me dire, puis à partir de là, qu'est-ce que je fais, puis etc. Une des grosses pistes de réflexion quand même que vous devriez avoir, c'est est-ce que je suis un producteur ou un spéculateur? Il n'y a pas de mal à être l'un ou l'autre, mais c'est pas la même approche. Si vous êtes producteur et que votre passion, c'est de produire, actuellement, vous avez des excellents prix pour la prochaine récolte. Je pense que ça vaut la peine, si vous êtes certain de faire des profits, de bien gérer votre risque, d'en vendre à l'avance. À partir de là, vous éliminez votre risque.
Je vous rappelle que si le prix monte plus, vous avez déjà vendu à profit, vous n'avez pas en fait perdu d'argent, vous avez fait moins de profit, mais vous avez pas pris de risque en tant que tel. Donc, il faut faire attention avec cette notion-là. Donc, c'est de bien balancer entre cette notion-là de est-ce que je suis un producteur puis c'est ça que j'aime faire, ou je suis un spéculateur puis j'aime surveiller les marchés, j'aime essayer de prendre des positions, etc. Donc, c'est essayer de bien vous situer à l'intérieur de ça et de porter le bon chapeau pour bien ventiler votre risque à l'intérieur de ça. Donc, ceci fait le tour de ma présentation aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Nous allons avoir une période de questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je tiens à remercier également le Bulletin des agriculteurs, encore une fois, de son invitation aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de parler des marchés. Eh bien, une excellente présentation, Jean-Philippe. Je pense qu'avec toute l'information qu'on vient d'avoir là, on a ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions pour les semaines à venir. On va passer à la période des questions. Juste avant qu'on passe à la période des questions, je voulais juste mentionner pour ceux d'entre vous qui doivent nous quitter que la conférence ainsi que la période de questions va être enregistrée. L'enregistrement va être disponible sur notre site web et on va aussi vous envoyer un courriel avec un lien pour vous y rendre. Et aussi, pour ceux d'entre vous qui ont eu des problèmes là, au niveau des graphiques qui étaient flous, ça arrive des fois quand on fait de la rediffusion. Donc, ça va être plus facile pour vous de voir les détails des différents graphiques qui ont été présentés ce matin. OK, fait qu'on va passer à la période de questions. C'est que je me demanderai à Jean-Philippe, je vais te ouvrir ton micro et Marie-Claude Poulain. Bonjour, bonjour Jean-Philippe, ça va bien? Bonjour, bonjour. Très bien. Et toi, Yvon? Oui, ça va bien. Bon, je t'entends bien. Parfait. Il y a bien du soleil où ce que tu es présentement. Et voilà. C'est ça qu'on veut, il fait froid. Fais ta dose de vitamine C. Ouais. Et puis, bonjour Marie-Claude. Bonjour Yvon. Bonjour Jean-Philippe. Bon, Bonjour on t'entend Marie-Claude. bien. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Marie-Claude Poulain, elle est rédactrice en chef adjointe au Bulletin des agriculteurs et c'est elle qui va animer la période de questions ce matin. Jean-Philippe, juste avant qu'on sorte dans la période de questions, j'ai une chose que je voulais te demander pour revenir au sondage au niveau des ancrages de maïs et l'influence du prix des engrais. 57 des gens là, qui nous écoutent ont dit qu'eux autres ne pensent pas que ça va avoir une grosse influence sur les ancrages de maïs. Dans ta présentation, je pense que tu nous disais à peu près peut-être une baisse de 2 qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi, présentement, non? En fait, je trouve très intéressant le résultat du sondage parce que j'avais fait mon sondage, on va dire à l'interne. J'ai donné quelques conférences à l'automne. Puis, évidemment, je parle avec mes clients, je parle avec des producteurs, etc. Et puis, c'est un peu le même son de cloche qui ressort des commentaires. Donc, le 2 de baisse, par exemple, qu'on a vu tantôt pendant la présentation, c'est les évaluations des analystes du USDA. Puis moi, après ça, j'ai fait une relation aussi avec le comportement qu'on avait observé au cours des dernières années, le fameux graphique, le prix des engrais avec les superficies ensemencées. Mais comme je l'ai mentionné dans la présentation, ma lecture à moi, j'ai une grosse ambiguïté à dire qu'il va y avoir une si grosse baisse que ça des ensemencements, entre autres dans le maïs. Si, exemple, les engrais se maintiennent élevés encore un an, si les prix des grains baissent, là, ça va être une autre game. Mais comme je l'ai dit, puis comme j'en ai discuté avec des clients, avec des gens, pour l'instant, changer ses rotations, considérant que les prix des grains sont bons encore quand même pour l'année prochaine, qu'on peut encore faire du profit, je ne suis pas si convaincu que ça, moi non plus, honnêtement. Fait que, ce que je vois avec le sondage, j'ai un peu la même lecture que j'ai, mais de là aller à l'encontre de tous ces analystes-là qui disent qu'effectivement, ça devrait baisser, j'ai un peu de misère à le faire parce que je présume qu'ils sont très, très efficaces dans leurs analyses. Mais je suis un peu sceptique moi aussi. Mais on le verra bien. Là, je vous rappelle qu'en fait, on va avoir le rapport sur les intentions d'ensemencement à la fin mars du USDA. Fait que ça va nous donner une lecture plus précise un petit peu. Puis on va même faire le même exercice ensemble, Yvon, cette année aussi, au début avril. Donc, ça va nous permettre d'avoir une lecture intéressante. Mais a priori, moi, j'ai quand même un peu le feeling, un peu comme le sondage, que ça va peut-être baisser un peu, mais
pas prêt à dire que ça va baisser de 2, 3, 4, 5, 10 là. Peut-être. Mais bon, parce que le prix du maïs, c'est bon, là. OK. Ben là-dessus, on va passer à la période de questions parce que je vois qu'on a plusieurs questions là, qui sont arrivées sur le chat. Fait Oui. que Marie-Claude, je vais te céder le micro pour que tu puisses Excellent. animer la période de Effectivement, les questions. gens sont très curieux, ont posé plusieurs questions. Donc, j'y vais maintenant, Jean-Philippe. Donc, on a vu dans tes graphiques, tu fais toujours des très beaux graphiques d'ailleurs, très appréciés. La Chine a été très gourmande l'année passée, tu l'as dit. Elle est supposée avoir moins faim cette année, tu l'as dit aussi. Pourquoi, en fait, la Chine a acheté tant de soya l'année passée? Est-ce que c'est lié à la COVID? Quelle est C'est parce la raison? qu'on oublie en fait que, bon, on a eu la guerre commerciale, puis la guerre commerciale, nous, on a oublié, on a quasiment oublié la période de Trump, on a oublié la période de la guerre commerciale. Là, on est rendu dans la COVID dans notre tête, mais la guerre commerciale ne date pas d'il y a 10 ans. La guerre commerciale date d'il y a 2 ans. En fait, la résolution du conflit Chine-États-Unis a été, c'était début de, voyons, 2021, c'est ça, oui? Non, 2020. Fait qu'à partir de là, la Chine n'importait pas de soya ou importait beaucoup moins de soya dans cette période-là, mais ce n'est pas parce qu'elle avait moins faim. Ce qui fait qu'après ça, on a eu un rebond. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une forte hausse des exportations américaines de soya par la suite. Une fois que le conflit a été réglé, la Chine, il y avait les joues creuses, là, il y en avait de besoin, ben là, ils en ont fait rentrer à plein. Puis ça, c'était quelque chose qu'on s'attendait en passant. Tout le monde le savait un peu que la Chine allait se garrocher et acheter un paquet de soya. Comme je l'ai dit dans la présentation, là, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'était surtout le maïs et le blé, là. Puis c'est ça qui a fait qu'on a eu un effet d'emballement dans les prix, parce que dans les projections qu'on avait il y a encore un an et demi, on avait des inventaires qui étaient supposés être quand même corrects, entre autres au niveau des États-Unis. Puis du jour au lendemain, on s'est réveillé, puis finalement, il n'y en avait plus de maïs aux États-Unis parce que la Chine était en train de tout acheter. C'est ça le gros boom qu'on a eu là, dans les 2 dernières années, à mon avis. OK. Puisqu'on est sur la scène internationale, c'est très tendu présentement entre la Russie et l'Ukraine. Quel effet que ça pourrait avoir sur le marché des grains? D'ailleurs, pour les curieux, j'ai écrit sur mon blog un texte parce que je savais que je n'en parlais pas dans la présentation que vous avez vue aujourd'hui, parce qu'on a fait un enregistrement il y a une semaine, mais essentiellement, on peut se remémorer ce qui s'est passé avec la guerre en Crimée en 2014. En 2014, dans le fond, quand la Russie a envahi la Crimée, il y a eu une hausse de 2 $ US le boisseau. Fait que oui, ça a un effet haussier. Ce qui est toujours difficile à savoir, mais tu sais, ce qui est bien difficile, puis ça, c'est un des sujets qui me. Tu sais, je lis quand même pas mal là-dessus. Je trouve ça fascinant, toute cette géopolitique-là autour de l'Ukraine puis de la Russie. Est-ce que ça va y avoir une invasion ou non? C'est très, très, très ambigu. Mais c'est sûr que s'il y a une invasion, à partir de là, écoutez, il représente 30 des exportations mondiales de blé. Fait que, est-ce que les exportations vont complètement arrêter dans cette région-là? J'ai un gros doute. Mais par contre, c'est sûr que tout le processus de charger les bateaux, etc., tout va être compromis au complet. Fait que ça va avoir un effet aussi sur les prix. Puis ce qui est difficile avec des guerres, c'est aussi de savoir comment ça va se dérouler. Tu sais, ça peut être, si c'est vraiment ça une guerre, ou en tout cas une invasion, une guerre, une invasion, là. Si ça dure 2 semaines puis c'est réglé, ça n'aura pas un effet très, 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 très long. Mais si ça dégénère, si les États-Unis embarquent là-dedans, l'OTAN, puis là, la Russie, puis tout ça, là, ça se peut que ça ait un effet très, très, très important. Fait que, difficile de voir ce que ça va faire en termes de valeur de prix sur le prix des grains. Mais par contre, c'est sûr que ça va avoir un effet aussi sur les prix. OK. Donc, bon, l'inflation, on n'a pas parlé beaucoup dans ta présentation. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le prix des grains? Moi, je l'ai vu passer la question, puis c'est une excellente question. Puis j'avais écrit une chronique d'ailleurs là-dessus, je pense à l'automne, dans le magazine, vous irez lire, là. Puis, ça reste une question qui est ambiguë. Ce que j'avais fait dans cette chronique-là pour le bulletin, j'avais regardé parce que, encore une fois, c'est des phénomènes, ça fait longtemps qu'on a vu ça, des hausses d'inflation aussi marquées que ça, là. Fait que ce que j'ai fait, la meilleure façon d'essayer de voir si ça peut avoir un impact, c'est de regarder ce qui s'est passé un peu dans le passé.
Fait que dans cet article-là, je suis remonté de mémoire jusqu'à 1960 ou 1970. J'avais regardé tous les pics d'inflation qu'on avait eus, puis comment les grains s'étaient comportés par rapport à ça. Puis c'est pas si clair que ça. Je pense que du côté du blé, ça va être très clair. Hausse de l'inflation alimentaire. Donc, ça, pas de doute là-dessus, au niveau alimentaire, consommation humaine. Là. Fait que je pense que ça va avoir un effet aussi. Dans les autres grains, je suis un petit peu plus ambigu. À savoir, puis, l'inflation, c'est une chose, mais je pense, et puis là, c'est une réflexion que je vous pose, là, j'aimerais ça vous dire que je suis le spécialiste pour répondre clairement à cette question-là, mais c'est sûr que si on tombe en surproduction excessive, qu'on soit en inflation ou non, si on a un surplus trop important, exemple de soya, par exemple, parce que, tu sais, dans la présentation, j'en ai parlé, là, on a l'Amérique du Sud. Là, on a de la misère à savoir exactement ça va être quoi les pertes parce que les conditions sont un peu plus difficiles là-bas. Mais si finalement, ils sèment plus de soya cette année aux États-Unis, finalement, je vous rappelle, l'an dernier, encore une fois, on n'a pas une saison si facile que ça aux États-Unis. Là, si on a une saison qui est excellente aux États-Unis, ils ont plus de rendement, ils en sèment plus, bien là, ça se peut que ça commence à refouler le soya. Fait on pourrait dire oui, il y a de l'inflation. Il peut y avoir de l'inflation, mais si tu es en surplus, tu vas quand même écraser ton prix. Là. Fait que la seule chose qu'on peut présumer pour l'instant, je pense, à mon avis, de l'inflation, c'est qu'il est possible qu'on atteigne un nouveau plateau de prix. Okay? C'est ce qui avait été cité dans mon article là, en novembre, de ce que j'observais, mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. C'est sûr que ça a un impact sur les prix en tant que tel, mais est-ce que ça va être un impact continu? Ça, j'ai plus de misère à y répondre. Donc, on parle beaucoup de soya, de maïs depuis le début de la période de questions, mais il y a quelqu'un qui aimerait savoir au niveau du canola, est-ce que les bons prix qui ont été observés cette année risquent de devenir, dans le fond, la nouvelle fourchette de prix? Là? Donc, je vais répondre à Dominique, que je connais bien. Dominique, la réponse est simple. Pourquoi on a des prix aussi élevés que ça? C'est que ça a été épouvantable. Vous l'avez vu dans un des graphiques, les rendements, là, ça a été, ma foi, les pires qu'il y a eu depuis, je ne me rappelle plus, là, le graphique, je ne l'ai pas devant moi, mais il me semble que c'est 2012, ce n'est pas avant. Donc, c'est épouvantable les rendements qu'ils ont eu là-bas. Mais on va se le dire bien simple comme ça. En ce moment, le prix tourne autour de, disons, 1 000 la tonne. OK? Moi, si je suis un producteur dans les prairies canadiens, je ne me pose pas trop la question si je vais produire du canola cette année. Fait que, après ça, la balle est dans le camp de Dame Nature. C'est-à-dire que si la météo est favorable dans les prairies canadiennes, ce qui valait 1 000 va en valoir possiblement plus. Dans les dernières années, dans le canola, on jouait quoi autour de 400, 450, 470 de mémoire. Est-ce qu'on va retourner à ces niveaux de prix-là rapidement? Pas certain, mais c'est sûr que si la récolte est très bonne, moi, je fais une croix sur le 1 000 là. Une des choses que je vois qui est intéressante, là, je fais une parenthèse, par contre, je disais, puis c'est en fin de semaine, j'ai lu un article où je pense qu'on va construire la plus grosse usine de trituration de canola. Je pense que c'est au Manitoba, ça se peut-tu, ou en Saskatchewan, merci. Donc, c'est ça. Fait. Et voilà, ben, c'est lis, ça a l'air que je vous lis. Mais c'est ça. Fait que, c'est sûr que ça, c'est un signal que quand même, il y a plus de demandes qui s'en viennent. Fait que ça pourrait aider le prix à être un peu plus élevé. Mais est-ce qu'on va se maintenir à 1 000 Je le souhaite pour toi, Dominique, mais j'ai quand même des gros doutes. Là. Puis, il faut garder en tête aussi, c'est deux marchés qui sont distincts, canola, soya, mais ils ont quand même un lien très, très, très étroit. Là, comme là, l'an dernier, la récolte a été très mauvaise en canola, pas si pire en soya comme on l'a vu. Mais là, si la récolte de canola est très bonne, la récolte de soya est très bonne, ça va être tough de garder des prix à 1 000 On va se croiser les doigts. Normalement, on devrait peut-être atteindre un plateau un petit peu plus élevé, fait que 450, 500, 550 à moyen long terme. Mais 1 000 moi, j'ai des gros doutes. OK. Tu as parlé dans ta présentation aussi de la dynamique de l'avoine. D'ailleurs, moi, j'ai appris qu'on était le premier exportateur mondial de l'avoine. Il y a quelqu'un qui aimerait que tu parles un peu justement du prix de l'avoine. Quels sont tes prédictions? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé là-dessus. Le problème avec le marché de l'avoine, c'est que c'est un marché qu'on va appeler, surtout au Québec, qui est un marché qui est inélastique. Pas inélastique, pardon, qui est en dents de scie. C'est-à-dire que, comme on n'est pas des si gros producteurs que ça, les demandes sont très, comment dire, sont ponctuelles. Une fois que c'est rempli la demande, tu n'as plus personne qui a besoin d'avoine au Québec. Fait que du jour au lendemain, tu as tendance à bouger
là, je fais des chiffres en l'air, mais disons que tu es à 350, le lendemain, tu peux être à 320, après ça à 300, après ça remonter à 370 parce qu'il y a quelqu'un qui manque d'avoine. Fait que ça nous fait vraiment, contrairement au prix par exemple, du maïs à Chicago, qui fluctue de façon très fluide, bien là, vous avez un prix qui est en dents de scie. Ça, c'est une première chose. Fait que dans le cas de l'avoine, c'est la même chose. Ceci dit, là, en ce moment, l'avoine, ce qui est vraiment intéressant, évidemment, je l'ai présenté un peu, c'est que ça a été épouvantable la récolte qu'ils ont eue dans les prairies canadiennes. Mais un peu comme dans le canola, il faut juste faire attention. En ce moment, moi, si je suis un producteur dans les prairies, là, je ne me pose pas trop de questions. Ça fait des années que je produis de l'avoine, ça fait des années que je produis du canola. J'ai eu une mauvaise récolte l'an dernier, mais là, les prix sont écœurants en sacrament. Qu'est-ce que je fais cette année? Je me garoche puis je produis de l'avoine puis du canola. En ce moment, c'est parce que la récolte puis l'offre d'avoine est très, très, très faible. On n'en a pas. Fait que les prix, j'entends du 350, j'entends du 320, ça varie quand même. Alors que normalement, dans l'avoine, on peut jouer à 2,40, 2,60, 2,50, 2,70, ça dépend. Fait que c'est des très, très, très bons prix. Mais si tout se replace comme du monde cette année, ben, on va retourner à des prix un peu plus faibles, là, ça c'est sûr et certain. Mais c'est des marchés, gardez quand même en tête que c'est des marchés un petit peu plus difficiles à suivre en général parce que justement, la demande est bonne, là, mais c'est pas comme dans le maïs. Là, donc, ça bouge comme en dents de scie, on va le dire comme ça. Okay. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'aimerais ça dire plus d'informations. Il se produit du temps, il se consomme tant, tout ça, mais c'est un marché qui est un petit peu plus difficile. Tu consultes ta boule de cristal pour arriver à ces estimations-là. Donc, on sait oui, que c'est pas toujours précis. Hein. Le problème, c'est que ma boule de cristal ressemble un peu à une boule qu'on a à Noël. Là, on brasse ça, puis là, il y a la petite mousse qui revole dedans, puis on ne voit plus rien. Ouais. Ou comme une petite boule de virus avec plein de speckles par-dessus. Oui, c'est ça. Ben là, je vous dirais que ce qui brasse beaucoup puis j'en ai parlé beaucoup dans la présentation, ce qui brasse beaucoup cette boule-là, c'est les spéculateurs. On a enregistré il y a une semaine, puis déjà là, je vous dirais, il y a certains éléments, là, les spéculateurs sont partis en fou. Regardez le marché du soya depuis une semaine. 20 cents, 30 cents à la hausse, 10, 20, 30 cents à la baisse. C'est très, très, très spéculatif, puis c'est assez tough dans ce temps-là de se prononcer de façon très claire. Là. Oui. Claude, on a le temps pour une dernière question. Une dernière. Bon, on va boucler la boucle. Au début de la présentation, on posait la question aux gens dans le sondage au niveau du prix des engrais, qui est quand même lié à la production de maïs soya. As-tu une petite idée, toi, pourquoi les prix des engrais sont élevés présentement? C'est lié à la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est chiant comme question parce que c'est pas mon marché. C'est pas la réponse, mais... Non, c'est parce que c'est pas mon marché. J'étudie, je le vois, là, je regarde un peu les prix des engrais comme tout le monde, mais c'est pas quelque chose que j'étudie en profondeur. Mais veux pas, il y a quand même deux éléments assez simples. Il y a le coût de l'énergie, premièrement. Là, on a eu des crises énergétiques, etc. Ça a un impact. La matière première en tant que telle, pas la matière, mais le processus de fabrication requiert de l'énergie fossile, fait que veux pas, ça a un impact. Mais je pense que derrière tout ça, il y a aussi tous les problèmes. J'en ai pas parlé pendant ma présentation, mais on a un gros problème avec la COVID en ce moment de logistique de transport à l'échelle mondiale. Fait que ça crée un problème au niveau aussi ça crée une inflation au niveau des prix des matières premières, au niveau des engrais. Puis l'autre problème aussi, ce qu'on peut appeler le phénomène de balkanisation, là, pour ceux qui suivent ça un petit peu, c'est-à-dire que les pays sont, avec la COVID, de plus en plus protectionnistes. Fait que dans le cas des engrais, on a vu ce phénomène-là, entre autres, la Chine l'a mentionné très clairement, elle dit, moi, j'en produis de l'engrais, là, mais avant de vous en shipper, je vais m'assurer que j'en ai pour moi. Fait que ça aussi, ça a un effet aussi sur le prix des engrais, assurément. Ce qu'on peut espérer, par contre, c'est que là, avec la reprise économique, avec, comme je l'ai dit dans la présentation, on va espérer que excusez l'expression, mais je suis vraiment tanné de cette maladie-là, mais la maudite COVID finisse par disparaître. Là, dans le fond, tous nos rouages vont se replacer tranquillement, pas vite, là, comme il faut. Fait que ça devrait aider. Là. On a une réponse d'ailleurs, un commentaire de quelqu'un, je pense, qui parle des engrais. Là. Okay, il y avait un questionnement à ce niveau-là. On ne peut pas dire à la Chine, si vous voulez notre soya, envoyez-nous vos engrais, non? Ça ne marche pas comme ça. Non, ça pourrait être intéressant comme approche, je ne suis pas sûr par contre. Ils ne sont pas si flexibles que ça, les Chinois. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Il y avait d'autres questions, malheureusement, on n'a pas le temps. Là. Tu suscites tellement de questionnements. Les marchés, pas moi. Voilà.
Bon, ben, c'est Bye bye. super tout ça. Gros merci, Marie-Claude, pour l'animation de la Ça fait période des plaisir. questions. Très bien fait, oui. Et un gros merci, Jean-Philippe, pour ton excellente présentation. Était à la hauteur de nos attentes. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont, ben, beaucoup d'informations intéressantes, mais aussi beaucoup d'informations pratiques là, pour les gens qui sont avec nous ce matin. Encore une fois, merci Jean-Philippe pour ta participation. Ça me fait grandement plaisir. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous pour parler de ma passion, les marchés. Donc, ce n'est que partie remise encore une fois, j'espère bien. Merci de l'invitation pour le bulletin qui m'a invité aujourd'hui, finalement. Merci beaucoup. C'est beau. Là-dessus, ben, j'espère que vous avez aimé la conférence d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'enregistrement de la conférence sera bientôt disponible sur notre site web. Donc, et en plus de ça, ben, on va vous envoyer un lien par courriel pour vous aviser quand elle va être disponible. Maintenant, moi, je vous donne rendez-vous le 9 février pour notre deuxième conférence avec Sylvie Thibodeau, qui va être sur les plantes de couverture. Et sa présentation, je vous le dis, elle est très intéressante. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et je vais en profiter aussi pour remercier encore une fois nos commanditaires pour leur soutien financier. Donc, un gros merci à Pioneer, à Orsch, à Syngenta et Bayer pour leur commandite. Là-dessus prend fin les conférences d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et faites attention à vous, surtout tenez-vous loin des méchants microbes, des virus. On se laisse là-dessus. Au revoir.